Bonjour, je vous propose de commencer ce cours par une brève introduction. Pourquoi, pourquoi apprendre? D'ailleurs, pourquoi aller à l'école pour apprendre? Depuis plusieurs années, on parle beaucoup de la question du décrochage scolaire. C'est devenu un vrai problème de société. Pour y remédier, les pouvoirs publics injectent des sommes importantes dans les budgets de l'éducation. Mais ces dispositifs de raccrochage agissent davantage sur les symptômes que sur les causes du problème. Très souvent, l'abandon scolaire est un lent processus de démotivation qui démarre très tôt à l'école. Les enseignants et les parents se sentent impuissants face à ce phénomène. Pourtant, la psychologie a depuis longtemps mis en évidence des mécanismes qui peuvent expliquer ce processus dynamique de démotivation. Apprendre à les connaître et les comprendre est un moyen d'outiller l'entourage de l'élève afin d'alimenter tout au long des études sa motivation à apprendre. À la différence du poussin, qui gambade à peine sorti de sa coquille, l'être humain a la particularité de naître inachevé. C'est à la fois un problème, car pour survivre, il aura besoin des autres, c'est d'ailleurs ce qui fait de lui d'emblée un être social, mais c'est aussi une chance, car son potentiel d'apprentissage est alors énorme. L'enfant apprendra beaucoup de son entourage immédiat, mais il lui sera difficile d'acquérir des connaissances plus complexes, comme les connaissances scientifiques, sans passer par une institution comme l'école, où l'apprentissage se fera de façon moins spontanée et plus systématisée. On peut alors se demander si la motivation à apprendre sera la même dans les deux contextes. C'est la question que s'est posée un psychologue russe, Lev Semyonovitch Vygotsky. Vygotsky, dans son ouvrage Pensée et langage, consacre un chapitre, dont je vous conseille la lecture, où il nous invite à différencier l'apprentissage spontané, qu'il appelle aussi l'apprentissage quotidien, de l'apprentissage scientifique. Il souligne le paradoxe suivant. L'enfant formule mieux ce qu'est la loi d'Archimède qu'il ne sait formuler, si on le lui demande, ce qu'est un frère. Alors qu'il a une riche expérience empirique de ce qu'est un frère, il s'embrouille si on lui demande ce que signifie le mot frère. De fait, nous explique Vygotsky, les concepts quotidiens ne se développent pas du tout comme les concepts scientifiques. Les premiers sont connus dans l'expérience concrète, les seconds à la suite d'une explication du maître dans une situation d'enseignement. De ce fait, l'enfant sait manier des concepts spontanés, mais il n'en a pas conscience. Il a en fait conscience de l'objet beaucoup plus que du concept lui-même. Et inversement, l'enfant prend dès le début beaucoup mieux conscience des concepts scientifiques que des objets qu'il représente. Pour bien faire comprendre cette distinction, Vygotsky établit un parallèle avec la différence entre l'apprentissage de la langue orale et l'apprentissage du langage écrit. Le langage oral est comme les concepts quotidiens ou spontanés. Bien avant l'école, l'enfant en maîtrise pratiquement toute la grammaire, mais sans avoir conscience de ce qu'il fait lorsqu'il parle. En revanche, l'apprentissage du langage écrit va se réaliser de manière radicalement différente. L'élève devra apprendre consciemment et volontairement les règles phonétiques, apprendre que peu et à ça fait pas, apprendre les règles formelles de grammaire et de conjugaison pour écrire des textes et des phrases. Il devra apprendre ces règles de façon consciente et les utiliser volontairement. Mais pour les utiliser volontairement, il faut que l'enfant ait la volonté de les apprendre. Il faut que l'enfant soit motivé à apprendre. Pour apprendre à parler, l'enfant n'a pas à se motiver. Il est motivé par la situation même d'apprentissage. Car bien avant de parler, l'enfant sait communiquer avec son entourage,
par des cris, des gestes, des mimiques. Il sait se faire comprendre pour obtenir ce qu'il veut. Puis il découvre que le langage est un moyen encore plus puissant pour se faire comprendre. Comme le dit Vygotsky, dans ce cas, la motivation précède l'apprentissage. À l'école, il en va autrement. Quelle motivation d'apprendre que peu et à font pas pour un enfant de 6 ans qui n'en voit pas le sens, car l'utilité de cet apprentissage, il le découvrira bien plus tardivement. L'école est donc directement confrontée à la problématique de la motivation qui, au fond, pose la question suivante: pourquoi apprend-on? Observons une classe. Dans cette classe, on peut voir beaucoup de choses. Des tables, des chaises, un tableau, des têtes, des bras. Mais dans cette classe, tout n'est pas visible. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur des têtes. Est-ce que je me sens bien ou plutôt mal dans cette situation? Est-ce que je me sens valorisé ou dévalorisé? Est-ce que je me sens capable d'apprendre? Eh bien, les chercheurs en psychologie de l'éducation ont construit des concepts théoriques pour pouvoir répondre à ces questions. Pour comprendre les sentiments et les représentations des élèves, ils se servent de concepts comme l'estime de soi ou le sentiment de compétence. Ces concepts sont des représentations mentales. Le sentiment de compétence, l'estime de soi, sont des représentations de soi qui mesurent à la fois l'image de soi que l'élève a construite, mais aussi sa confiance en soi ou la valeur qu'il accorde à sa propre personne. En psychologie, nous considérons que les personnes n'agissent pas seulement en fonction de la réalité objective qui les entoure, mais en fonction des représentations mentales qu'elles se font de cette réalité. C'est ainsi qu'une même réalité scolaire, comme un établissement ou une classe, peuvent avoir des effets différenciés sur les élèves, tout simplement parce que les représentations qui s'en feront et les représentations qu'ils auront d'eux dans ce contexte ne seront pas les mêmes. Je vous propose maintenant que nous consacrions un moment à chacun de ces deux concepts.